Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces nouvelles rencontres francophones du livre audio en ligne. Alors un petit mot avant de démarrer la journée. D'abord pour remercier les différentes parties au comité des rencontres francophones, donc l'AILF, l'Institut français, le PILEN, l'OAPE, l'ANEL, le SNE, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, les alliances françaises de Bizerte et de Djerba et Franck Quérault au titre du groupe Carrel. Je souhaitais aussi remercier nos partenaires de longue date, la région Grand Est, la DRAC Grand Est, la ville de Strasbourg, la SOFIA, le CFC et la Fondation Yann Michalski pour leur soutien à ces rencontres professionnelles. Et donc, pour inaugurer ces journées, nous sommes ravis d'accueillir Laure Saget, donc directrice générale d'Audiolib et présidente de la commission livre audio du SNE, qui va nous parler aujourd'hui du label Interprétation humaine. Bonjour Cécile et bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir pour le début de cette belle journée. Donc effectivement, je dirige Audiolib depuis un peu plus de 2 ans maintenant et je suis donc présidente de la commission du livre audio au sein du SNE. J'intègre une petite précision puisque je suis maintenant vice-présidente et j'ai passé la présidence à Mathilde Jablonski, qui était vice-présidente. On s'est organisé comme ça pour se répartir les responsabilités. Et donc, depuis un mois maintenant, c'est donc Mathilde Jablonski qui est la présidente et je suis la vice-présidente. Et c'est vrai que ce label interprétation humaine a été créé donc il y a maintenant 6 mois à peu près. Ça a été le fruit en fait d'une une réflexion générale au sein de la commission livre audio qui donc pour rappel réunit tous les éditeurs de livres audio français qui essayent de réfléchir sur les enjeux à gérer de manière collective sur le développement du livre audio sur le marché français. En fait, ce qui s'est passé, c'était assez simple. On a vu quand même beaucoup d'inquiétudes monter autour de la question de l'IA, hein, donc l'intelligence artificielle appliquée à la question de la voix. Dans ce cadre-là, il y a eu toutes les négociations autour d'une directive européenne sur l'IA et on est entré en fait en dialogue permanent avec une association qui représente les artistes-interprètes, les comédiens qui enregistrent les livres audio, qui étaient aussi de leur côté assez inquiets sur deux aspects. Quand on parle de la voix IA, il faut toujours parler des deux sujets autour de la voix IA, que sont d'un côté ce qu'on appelle la voix artificielle, donc des voix de synthèse qui sont créées à partir de rien, on va dire, qui sont des pures créations numériques, et puis les voix clonées, qui sont des voix de comédiens qui auraient donné leur autorisation pour que leur voix soit ensuite réutilisée via une IA pour être repris dans des différentes interprétations pour des livres audio. Donc, il faut savoir que au moment où on a créé ce label interprétation humaine, il n'y avait quasiment aucun livre audio sur le marché en langue française qui existait euh, en voix de synthèse ou en voix clonée. Pour autant, il y avait cette inquiétude qui montait et donc on a réfléchi en se disant comment réagir à cette inquiétude. L'une des options, c'était de communiquer de manière très négative, c'est-à-dire de dire, ben voilà, l'IA, c'est un risque pour l'ensemble de la communauté des comédiens avec qui on travaille. L'IA, les voix IA ne sont pas d'une qualité suffisante. Donc, il y avait une approche qui était une approche très défensive et un peu négative. Et en y réfléchissant, en fait, on s'est dit, essayons plutôt de communiquer de manière positive, c'est-à-dire de raconter le fait qu'on travaille avec des comédiens qui sont extrêmement talentueux, qui sont très investis dans leur travail et qui donc apportent quelque chose d'extrêmement positif dans le cadre de la création des livres audio. Et insister sur le fait que le livre audio est une co-création entre un éditeur, un studio et un comédien qui va être le médiateur et qui va être celui qui va porter le sens et une puissance d'interprétation dans le livre audio. Donc on s'est dit,
plutôt que d'être en mode défensif par rapport à l'IA, soyons en mode positif et défendons le fait que nos comédiens sont hyper talentueux et qu'ils sont capables de porter haut les couleurs des textes qu'on va présenter en livre audio. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à ce label en se disant, ben voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'imposer une qualification sur les titres qui seraient interprétés en voix de synthèse ou en voix clonée, ben nous, on va mettre en avant le fait que nos livres audio sont lus par des humains, plutôt que de dénigrer la partie effectivement voix de synthèse, qui aujourd'hui est quand même assez peu présente sur le marché français. Donc, dans le cadre de cette réflexion, on a essayé de réfléchir à la meilleure formulation possible. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette formulation d'un label qui s'appelle donc maintenant aujourd'hui interprétation humaine. Euh, donc, interprétation, c'était parce qu'effectivement, on voulait mettre en valeur le fait qu'il y a un gros travail d'interprétation, de médiation qui est fait par le comédien, et humaine, évidemment. C'était l'idée que ce sont de vrais comédiens qui sont derrière le micro. Ensuite, il y a eu la réflexion qui était de dire, mais de quelle manière on communique sur nos livres audio et comment on transmet cette information aux personnes qui viennent sur une plateforme pour écouter des livres audio, comment on signifie, comment on signale le fait que l'interprétation est humaine. Et donc, c'est là qu'on a créé ce label et ce logo avec l'idée qu'il fallait que la manière de le présenter soit la plus souple possible par rapport aux contraintes de nos couvertures. Et c'est là peut-être que Cécile, tu peux nous montrer le premier exemple qui est la slide 2. Et je vais ensuite vous dérouler d'autres couvertures. Là, j'ai pris des couvertures de chez Audiolib, mais évidemment, tous les éditeurs qui sont membres de la commission ont joué le jeu et ça a été absolument formidable parce que chacun a pu reprendre donc ce petit signet que vous voyez là sur la gauche de cette couverture, qu'on va décliner sur l'endroit où on va le placer dans la couverture et aussi la couleur qui va être utilisée. Nous, on a décidé chez Audiolib de mettre la formulation complète, c'est-à-dire interprétation humaine, mais on l'a aussi décliné en version plus courte qui s'appelle IH. Et donc, vous verrez que certains éditeurs, si vous vous promenez sur les plateformes, vous verrez que certains éditeurs ont fait une version plus courte en fonction, je pense, des contraintes des couvertures pour pouvoir l'intégrer vraiment sur la couve, puisque comme vous le savez, quand vous arrivez sur les plateformes, en fait, vous avez des petites icônes toutes petites et il faut vraiment que le label soit sur la couverture pour qu'on puisse le voir, puisqu'on a réfléchi à un moment à le mettre dans les métadonnées, mais on s'est dit que c'était finalement assez risqué, puisqu'il y avait quand même beaucoup de chances pour que les utilisateurs qui vont assez peu dans les métadonnées n'aient pas conscience du fait que cette interprétation humaine était mise en avant. Donc là, vous voyez, on l'a mis à gauche avec un rouge qui rappelle la couleur du titre. Si on passe à la slide 3, par exemple, voilà, là, il a été mis à droite et on a repris pareil, de la même manière, la couleur du titre. Et on l'a mis sur la partie droite et vous voyez que le signet est dans l'autre sens. Donc, il y a une grande liberté, hein, bien sûr, dans la manière de le présenter. Ce qui est important de dire, c'est que ça a été vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que c'est au sein de la commission qu'on a fait une commande à une graphiste qui nous a proposé cette utilisation, de manière à ce que tous les éditeurs puissent l'utiliser librement pour leur couverture et puissent eux-mêmes communiquer. Ce qui est intéressant aussi, ça a été la réaction des comédiens. Donc l'ensemble des comédiens s'est réjoui voilà, du fait qu'on mette en avant leur travail d'interprète. Et ça, donc, c'était il y a 6 mois. Et on a vu là depuis les premiers livres audio en voix synthétique arriver, par exemple, sur Audible. Si vous faites une recherche sur Audible, vous verrez il y a déjà des dizaines de titres qui sont faits en voix synthétique, hein. C'est d'ailleurs qualifié de cette manière-là c'est visible en fait quand vous allez choisir vos titres. Audible donc respecte le principe de la notification et donc il est précisé que c'est une voix de synthèse. Donc normalement, les utilisateurs savent que c'est une voix de synthèse.
C'est surtout sur des collections de romances que ça a été fait aujourd'hui. Voilà, donc chaque éditeur va pouvoir utiliser comme il le veut. On l'utilise pour tous les genres littéraires. Si on passe en slide 4, voilà, vous verrez sur de la non-fiction, le fait que, effectivement, aussi sur la non-fiction, puisque on considère que le travail du comédien, il s'active aussi sur des titres de non-fiction. Donc là, vous voyez, on l'a mis à droite et on a repris non pas la couleur du titre, mais la couleur du bandeau et du nom et du nom de l'auteur. Si on descend ensuite sur la slide 5, voilà, vous voyez qu'on a repris la couleur plutôt des arbres pour l'intégrer. Donc c'est un petit travail supplémentaire quand même qui a été demandé aux éditeurs et qui se fait au fur et à mesure, puisqu'entre le moment où on a lancé et le moment où les premières couvertures avec cette mention sont arrivées, bah voilà, il s'est passé quelques mois. Donc là, normalement, c'est fait de manière systématique. Si vous allez chez Écoutez Lire ou si vous allez chez Cascade et tous les éditeurs de la commission, vous verrez que chacun a décliné le principe à sa manière en essayant de respecter sa charte graphique. Sur des couvertures blanches qu'on voit sur la slide 6, voilà, voilà, vous pouvez voir la manière dont ça a été intégré. Donc, normalement, là, on l'a à l'écran, c'est en grand, mais ça reste quand même très visible sur les petites icônes que vous voyez sur les applis. Je sais si on peut descendre ensuite sur les dernières. Voilà, donc là, vous avez une version verticale. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment utiliser le signet de manière complètement libre et de manière à ce que ce soit le moins contraignant possible. Donc, quand on a présenté ce label interprétation humaine, notamment, on l'avait présenté dans des conférences internationales avec des éditeurs de livres audio anglais qui faisaient partie aussi du syndicat des éditeurs de livres audio anglais. Ils étaient assez impressionnés et intéressés par l'idée de communiquer de manière positive sur le travail des comédiens, puisque eux-mêmes étaient encore dans un combat sur leur territoire, sur la nomenclature imposée sur les livres audio en Angleterre et aux États-Unis, pour imposer le fait que quand c'était une voix clonée, il fallait mentionner le fait que c'était une voix clonée. Quand c'était une voix de synthèse pure, il fallait mentionner que c'était une voix de synthèse pure. Et finalement, la question de la mention de l'interprétation par un comédien vivant et humain était passé au second plan. Et en voyant ce que nous, on avait fait en France, ils avaient l'air très, très inspirés par le fait que c'était possible aussi de communiquer de manière positive autour du travail d'orfèvre que font nos comédiens. Si on descend encore un petit peu, voilà, on a d'autres exemples. Donc l'idée, c'est que vraiment que ça s'intègre de la manière la plus homogène, discrète et esthétique possible. Et comme vous le voyez là, on a une variété de typologies de couverture qui est très grande. Voilà, ça va de textes de romance à des documents. Alors là, je vous ai donné le dernier exemple, puisque chez Audiolib, on fait encore des CD. Et donc sur les CD, pour le coup, comme on a une quatrième de couve, voilà, on s'est dit que c'était plus clair de le mettre sur la quatrième où il y a l'ensemble des éléments un peu plus techniques rattachés à l'enregistrement. Et donc là, on l'intègre en quatrième de couve de manière systématique à côté de la marque. Je ne sais pas comment les autres éditeurs qui font encore des CD l'ont fait. Mais donc voilà un peu pour vous résumer la manière dont tout ça a été intégré. Et on a eu des réactions plutôt positives de la part des comédiens et des autres éditeurs. Donc voilà pour la présentation générale. J'ai vu quelques questions. Est-ce que elles ont disparu? Je ne sais pas si Cécile, si tu peux me les lire. Alors, Cécile, tu es mute. Je vais regarder dans le chat. Oui, Alors, si qu'est-ce vous que vous souhaitez aviez? aussi prendre Ah la oui, parole, je peux activer, mais en tout cas, on a d'ores et déjà une question dans le chat. d'accord.
Ok, Donc, comme toi. Alice, au-delà de la liberté de placement et de couleur, y a-t-il des dimensions à respecter, taille, police, et est-ce que la vérification de la véracité de ce label incombe à l'éditeur uniquement? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Donc, évidemment, le fait de mentionner interprétation humaine incombe totalement à la responsabilité de l'éditeur, puisque bah, ce label, on l'a créé entre éditeurs. Et donc, évidemment, ça incombe à la responsabilité de l'éditeur. Vous avez tout à fait raison, on n'est pas à l'abri que quelqu'un s'en empare et mentionne l'interprétation humaine alors que ce serait de la voix de synthèse. Je vous avoue que c'est un point qu'on n'a pas encore identifié comme problématique, puisque, en tout cas, sur Audible et sur Spotify, qui sont les premières plateformes qui font du livre audio avec des voix de synthèse, la mention voix de synthèse est en place. Et on n'a pas été confronté à un cas d'usage effectivement non légitime, ou en tout cas d'un usage qui serait à mauvais escient de cette mention. Mais vous avez raison, c'est une très très bonne alerte. On va faire attention à ce que le label ne soit pas utilisé de manière voilà, détournée. Et la liberté d'usage effectivement du label d'un point de vue graphique, oui, elle est quasi totale, c'est-à-dire que on peut changer la taille. Alors, la police, non, parce que si on veut être un peu homogène, il faut que ce soit toujours la même police. Et le principe du signet aussi, voilà, c'est ça les éléments qu'il faut garder, mais la couleur et la taille peuvent absolument varier. Faut-il, pardon, je remonte un Alors, petit on a peu. Ouais. une deuxième question. Est-il prévu que les éditeurs concluent un accord ou un engagement formel avec les producteurs, studios de livres audio, afin qu'ils respectent les critères du label, sachant que ce sont eux qui réalisent les enregistrements? Et faut-il prévoir d'ajouter cette information dans les métadonnées des livres audio? Alors, pour l'instant, ça n'apparaît pas dans les métadonnées, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les métadonnées, en tant que tel, hein, ça n'apparaît pas en tant que tel, mais dans les métadonnées, vous avez le nom du comédien. Donc, je suis d'accord qu'on pourrait dire qu'on peut créer des faux noms de comédiens. On a vu beaucoup de voix de synthèse dans certains usages qui ont été arrêtés, hein, mais qui avaient lieu avant, avec des faux noms de comédiens. Euh, donc, de toute façon, le nom du comédien est aujourd'hui dans les métadonnées, mais c'est vrai que la mention du label interprétation humaine n'est pas encore dans les métadonnées. On pourrait tout à fait le rajouter sans problème, à mon avis, à terme. Et pour revenir à la première question, est-ce que tu peux me... Attends, je vais essayer de la remonter parce que je l'ai vue. Donc, Ouais, sur les studios. oui. Euh, alors, il faut savoir que nous, éditeurs, les studios sont nos prestataires techniques. Donc, de toute façon, c'est nous qui maîtrisons toute la partie commercialisation. Donc, c'est nous qui intégrons ces mentions-là. Et donc, il n'y a pas de nécessité à faire un accord avec les studios, puisque les studios, ils nous donnent juste un enregistrement. Et ensuite, nous, on maîtrise la commercialisation. Donc, là-dessus, les éditeurs, c'est peut-être une confusion. Euh, Parce que vous mettez producteur studio. Donc pour nous, les studios, c'est vraiment des prestataires techniques. Donc, à mon avis, il y a pas de risque. C'est toujours l'éditeur qui s'occupe de toute la commercialisation et de la présentation du livre audio. Donc, il n'y a pas d'accord spécifique à avoir, puisque de toute façon, nous, on va en studio et on sait que c'est des vrais comédiens qui sont dans les studios, hein. On suit la chaîne de A à Z et on est présent en studio. Donc, il n'y a pas d'accord au sens structurel du terme, puisque c'est des accords au cas par cas. Chaque fois qu'on fait enregistrer un livre audio dans un studio, de toute façon, on se met d'accord sur le comédien qui va le lire. Donc, il n'y a pas d'accord au sens accord cadre là-dessus. Sinon, on a une question alors, de Freddy, qui est éditeur en Afrique et qui demande dans les pays où l'offre de livres audio, enfin le marché de livres audio n'est pas encore très structuré, est-ce que les éditeurs peuvent recourir à la certification interprétation humaine, voilà un peu de manière à certifier aussi leur livre audio. Alors, il évoquait notamment de passer par Audiolib, mais je pense que tu répondras
à la Non, non, non. question. Alors, effectivement, Voilà. c'est la commission livre audio du SNE qui gère ce label. Après, je pense que c'est plutôt un dialogue qui doit se mettre en place entre effectivement les éditeurs d'Afrique francophone qui souhaitent utiliser ce label. Il faut qu'on rencontre chaque éditeur au cas par cas pour lui expliquer, voilà, pour voir avec lui la manière dont il veut l'utiliser. Euh, et les modalités de cette utilisation. Non, non, je pense que ça peut être une très bonne idée, mais ce sera vraiment une discussion effectivement au cas par cas entre les éditeurs et la commission de livre audio du SNA, mais c'est une très bonne idée et c'est très intéressant. Et nous, on croit beaucoup au livre audio francophone en Afrique, donc je suis contente de savoir qu'il y a un éditeur là-bas qui s'est lancé. C'est super. Ben, ça pourra peut-être faire l'objet de suites de discussions quand on Tout à refera les fait. rencontres francophones Mm. en Ouais, fusion, bien sûr. voilà, l'année prochaine. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi lever la main et prendre la parole au besoin. Mais je pense qu'on a déjà abordé un certain nombre de points. Mais n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Donc, l'idée, je répondrai aux questions si elles viennent. Oui. Vous pouvez lever la main. L'idée, c'est de continuer à déployer finalement ce label interprétation humaine. Et je pense que on l'a lancé entre guillemets au bon moment, c'est-à-dire au moment où il n'y avait pas encore de pression avec trop de livres audio en voie de synthèse. Et je pense que le temps avançant, quand on voit aujourd'hui les progrès que font tous les systèmes d'IA de voix de synthèse ou de voix clonée, voilà, que le sens de ce label différenciant va augmenter, alors que les offres de livres audio en voix synthétique ou clonée va de fait augmenter. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le travail d'orfèvre qui est fait avec les comédiens. Et je pense que c'est d'autant plus important que les comédiens se sentent soutenus aujourd'hui, puisque après, je ne sais pas si dans le public, il y a des éditeurs, mais les comédiens avec qui on travaille sont souvent aussi des comédiens de doublage. Et le doublage est en grande crise et surtout, ils sont très inquiets pour la suite, puisque le doublage est une des activités de la voix qui va être touchée de manière très directe par la voix IA, puisque en doublage, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, maintenant, on prend les voix des comédiens d'origine du film et c'est une IA qui adapte leur voix dans la langue pour chaque pays. Donc, le travail de doubleur, a priori, va rentrer dans une phase de crise assez grande. Et là-dessus, le livre audio qui, lui, est en développement et qui continue à se faire avec des voix de comédiens est une alternative voilà, très rassurante pour les comédiens qui travaillent la voix. Je ne vois pas d'autres questions. En Ok, tout cas, un grand merci, Laure, voilà, pour cette présentation du merci à label vous tous. interprétation humaine, dont on aura sûrement l'occasion de reparler. Avec Euh, grand plaisir. merci.